Bonsoir à tous, il est 23h et l'information reprend toute sa place sur RDI 1. On regarde ensemble le titre de ce journal. Ce lundi, autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko, plusieurs acteurs politiques responsables des organisations de la société civile, ils prennent part au dialogue politique engagé depuis des mois par le président de la République et réitéré lors de sa prestation de serment le 14 décembre dernier. Une rencontre qui vise à décrisper le climat politique afin de renforcer la paix et la stabilité. Grand Bérébi, ville balnéaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a abrité ce lundi l'annonce officielle de la création de la première aire marine protégée du pays, une initiative du gouvernement qui vient en réponse à la dégradation des écosystèmes marins et côtiers et la diminution des stocks halieutiques. Et puis, il est officiellement en course pour la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Jacques Anouma a annoncé sa candidature ce lundi devant la presse nationale et internationale. L'ancien patron de la FIFA a dévoilé son projet qui se veut ambitieux, réaliste et viable. Voilà pour les titres. Lors de sa prestation de serment le 14 décembre dernier, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avait appelé à la relance du dialogue politique. C'est chose faite depuis ce lundi à la primature, où le chef du gouvernement a réuni autour de la table de discussion tous les acteurs de la scène politique ivoirienne, y compris la société civile. Ahmed Bakayoko a, au cours de cette rencontre, appelé à des échanges sincères et francs pour consolider la paix et la cohésion sociale dans le pays. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Ils étaient tous bien présents ce lundi à la primature pour la relance du dialogue politique. Autour de la table, les ténors de l'opposition ivoirienne, PDCI-RDA, Front populaire ivoirien, EDS et autres organisations de la société civile. Cette séance d'ouverture a suscité en nous beaucoup d'espoir, puisque le discours tenu a été un discours d'apaisement, un discours qui appelle à la confiance, un discours qui appelle également à œuvrer ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Vous savez qu'en tant que président de EDS, ayant pour référent politique le président Laurent Gbagbo, qui nous a toujours enseigné de asseyons-nous pour discutons. Je crois que nous sommes venus dans cet esprit de nous asseoir pour discuter et je pense qu'en discutant, on peut régler tous les problèmes et je pense que dans ce point, le gouvernement nous a donné l'assurance qu'on peut régler tous les problèmes. Nous avons toujours dialogué et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre et qu'il est très ouvert. En tout cas, nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le président de la République. Aujourd'hui, cette réunion est la preuve de ce que les Ivoiriens sont capables donc de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Et déjà, les travaux avancent bien, des délais sont arrêtés. Le Premier ministre nous a proposé un chronogramme de travail. Je reste convaincu que d'ici, là, à la fin de ce mois, nous allons sortir donc des résolutions pour apporter un peu de paix, d'espoir et de quiétude au peuple de Côte d'Ivoire. Il y a un temps pour la guerre, les conflits, et il y a un temps pour la paix. Et je pense que le temps de la paix est véritablement arrivé. Parce qu'il y a un consensus qui s'est dégagé au cours de cette réunion. La société civile, elle espère que cette fois sera la bonne. Nous espérons que cette fois-ci, les acteurs concernés feront preuve de maturité, de responsabilité pour qu'on y parvienne. C'est sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara que le Premier ministre reprend les discussions pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la CEI et surtout pour être en conformité avec le calendrier de la mise en place des institutions de la Troisième République. Avec son verbe franc, le Premier ministre Ahmed Bakayoko appelle à des échanges sincères tout le long du processus. Toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays.
En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. Je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Soulignant que les différents premiers ministres qui se sont succédés à la tête du gouvernement ont toujours engagé le dialogue avec les partis politiques et les organisations de la société civile. De mémoire, le premier ministre Jeannot Kouadio-Aoussou les 27 et 28 avril 2012 à Grand-Bassam, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan le 7 janvier 2013, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly du 21 janvier au 21 octobre 2019 pour la première phase du dialogue portant sur la récomposition de la CEI et les questions connexes. Un dialogue qui s'est poursuivi dans une seconde phase du 9 janvier au 17 février 2020. On se rend maintenant à l'Assemblée nationale, adoptée en juillet 2019 par les députés. La loi favorisant la représentativité des femmes dans les assemblées élues est au cœur d'un séminaire au Parlement. À l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il regroupe les élus, maires ou conseillères municipales, les députés ou encore les sénatrices. En toile de fond, il s'agit de leur expliquer le bien fondé de la loi sur la représentativité des femmes et aussi inviter les femmes à s'en approprier. Le compte-rendu de Moussa Konaté. La participation de la femme à la vie politique de la nation. Le sujet est au cœur de cette rencontre à l'hémicycle. Des femmes députées, sénatrices, maires et conseillères municipales échangent sur la loi relative à la représentation des femmes aux postes électifs. Pour que les partis politiques soient motivés à plus choisir les femmes dans les instances de prise de décision, il y a quand même quelque chose qu'on a mis dans le texte qui dit que le parti politique qui va choisir les femmes, 30% des femmes, comme le choix de leur parti, ils vont avoir une subvention de l'État. Donc cela peut pousser, bousculer les choses pour que les femmes puissent être choisies. Est-ce que j'ai le soutien des dirigeants de mon parti politique? Est-ce que il ne faudrait plus que les femmes se posent toutes ces questions? Parce que notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a cru aux femmes et il nous a donné cet outil. 29 femmes députées sur 251, 19 sénatrices sur 99, 16 femmes élues maires sur les 201 communes et une seule femme présidente de conseil régional sur 31. Des chiffres en deçà des attentes, une insuffisance que les autorités ivoiriennes souhaitent voir corrigée grâce à la loi sur la présence des femmes dans les assemblées élues. Cette loi marque une nouvelle ère, en effet. Celle de l'éveil de la conscience politique des femmes dans une Côte d'Ivoire où chacun et chacune apporte sa pierre à la construction de l'édifice national. Honorables députés, vénérables sénatrices, mesdames les maires, en votre qualité de représentants du peuple dans vos différentes instances, votre engagement à amener le maximum de femmes à se porter candidates, à les encadrer, est essentiel pour l'atteinte du quota minimum de 30% de femmes candidates et à améliorer leur participation dans les assemblées élues. La loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues a été adoptée par l'Assemblée nationale en juillet 2019 et par le Sénat en octobre de la même année. Il va s'étendre sur 732 hectares. Le projet de port sec de la ville de Ferkessé-Dougou se met progressivement en place. Véritable outil de développement, sa réalisation va coûter 254 milliards de francs CFA. Mais avant sa mise en œuvre, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a effectué une visite technique à Dekoka, un projet intégrateur et très attendu par la population, selon Kader Sogodogo. Dekoka, 5 km après Ferkessé-Dougou, en route pour Ouangolodougou.
Accueil dans la pure tradition Sénoufo pour le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flendé. L'émissaire du président de la République est en mission dans le cadre du projet de port sec de Fekese-Dougou, où se développent des activités commerciales grâce à la mer. Si la mer ne coule pas à Fekese-Dougou et dans tout le nord du pays, les pays frontaliers peuvent servir de fer de lance au projet port sec. C'est un projet qui concerne le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Mais c'est un projet qui bénéficie non seulement au Tchologo, donc à Ferké, mais aussi même au district des Savanes, à toute la Côte d'Ivoire. Et donc c'est un projet qui va sauvegarder la durabilité ou la durée de nos pistes et de nos autoroutes, parce que les gros camions qui descendaient par la route vont s'arrêter ici et pour approvisionner la Côte d'Ivoire, le sud, ça va être par le train. Vous voyez, aussi bien pour le bétail, pour le pétrole et les autres marchandises. Puisqu'il s'agit d'un port, ça sera un port relais entre Abidjan et puis le reste de l'Interland et le nord de la Côte d'Ivoire. 3 grandes composantes sont à noter dans le projet port sec de Fekese-Dougou. La première, c'est la construction d'une plateforme multimodale pour tout ce qui est entreposage de conteneurs ou de dépotage de conteneurs. Et la deuxième composante, c'est la construction d'un dépôt d'hydrocarbures de 62 000 m3. Donc un dépôt pour desservir toutes les populations nord comme tous les opérateurs du Mali et du Burkina Faso. Et la troisième composante est constituée du marché à bétail et d'un abattoir. Élus, opérateurs économiques et population ont la flamme de l'espoir, celle de voir démarrer très rapidement le projet de port sec de Fekese-Dougou. Désormais, on va venir avec tous les animaux, ceux qui viennent de Mali comme au Burkina, déposer ici. Et on ne va plus faire des transmanches, aller à Nyankara comme Kakioula, parce que c'est tout cela qui crée des problèmes de dégâts de culture et il y a beaucoup de conflits. Ça nous fait plaisir. Nous, on est tellement contents, heureux, comme la poste est venue. Au-delà de ce que nous faisons, ce qui nous reste maintenant, c'est la richesse pour la population. 254 milliards de francs CFA, coût du projet. Une superficie de plus de 730 hectares. Durée des travaux, 3 ans. Le premier coup de pioche sera donné début janvier 2021. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires ont annoncé officiellement ce lundi la création de la première aire marine protégée de Côte d'Ivoire. C'était à Grand Bérébi et en présence de ses partenaires tels que la Suède. Un projet dont la création offrira une opportunité certaine de dynamiser le tourisme local qui entraînera bien entendu la création d'emplois bénéfiques pour la population. Le commentaire de Kolo Koulibaly. La création des aires marines protégées est un projet qui voit le jour grâce à un appui du gouvernement suédois et du système des Nations Unies. C'est une réponse à la diminution des stocks halieutiques, la dégradation des écosystèmes marins et côtiers. Les communautés locales doivent être impliquées dans cette initiative, elles doivent être consultées et se sentir concernées pour qu'en définitive, elles y adhèrent et elles puissent au final bénéficier des retombées, que ce soit en termes d'emploi, de ressources ou d'opportunités. L'inclusion des femmes est absolument nécessaire. Le gouvernement de Suède, nous pratiquons une politique extérieure féministe et sans les femmes, rien ne va passer. Dans cette ville balnéaire du sud-ouest ivoirien, Grand Bérébi, au-delà donc de la protection de la faune et de la flore, c'est un projet intégré bénéfique aux populations. Non seulement cette installation nous permet de préserver la biodiversité, mais aussi à terme générer beaucoup d'activités génératrices de revenus pour les populations. Nous allons donc avoir un certain nombre d'infrastructures, des hôtels, des restaurants pour les pêcheurs, pour les artisans, pour les touristes. L'écotourisme va être vraiment amplifié. Et puis l'autre, c'est qu'il y aura la construction, l'ouverture et la réfection des voies de communication qui permettront de désenclaver les localités de la région de Grand Bérébi. Ce premier site du réseau des aires marines protégées d'une superficie de 23 480 hectares peut compter avec le soutien du ministère des Affaires maritimes qui entend jouer toute sa partition. Nous avons fait prendre en Conseil des ministres des décrets
protégés dans le cadre du sauvetage en mer et dans le cadre du colis SPS. Tout ça pour être efficace. La destruction de la flore, de la faune, la destruction du milieu marin, eh bien, on peut totalement juguler cela. Après Grand Bérébi, 4 autres aires marines protégées vont voir le jour. Il s'agit des sites transfrontaliers de l'embouchure du fleuve Cavali à Tabou, des îles Éotilé, de la forêt classée de Dacioko et le parc national d'Azani. Autre chose à présent, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a récemment mis à la disposition des jeunes de Korogo 3 fermes, une série de dons à travers lesquels le gouvernement entend faire du secteur avicole un véritable canal d'insertion professionnelle pour la jeunesse ivoirienne. Ce sont au total 3300 jeunes qui seront insérés dans le secteur avicole. Plus de détails avec Mahama Traoré. La région du Poro est prise en compte par la phase pilote du projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. L'État va ainsi subventionner la construction de 14 fermes, dont 8 déjà réalisées pour la phase pilote. Les 3 dont bénéficie le village de Kachamwavogo dans le département de Korogo viennent d'être inaugurés par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. On n'a jamais fait une ferme, mais on allait faire la formation à Abidjan, à Zagué précisément. On a fait deux mois de formation. Après la formation, on est venu, ils ont commencé à construire. J'espère qu'avec le projet, je vais m'en sortir. Sur les 128 fermes prévues pour la phase pilote du projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole, 118 sont déjà disponibles. Les fermes seront également accompagnées de kiosques de vente de produits avicoles. Ces 8 fermes vont coûter 111 95 800 francs CFA. Il y aura des agents d'encadrement, puisqu'il y a 20 agents d'encadrement qui vont vous suivre et s'assurer que même après la mise à disposition donc, de la ferme, vous puissiez continuer à travailler, bénéficier de leur expertise. Le projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole est piloté conjointement par l'agence Emploi Jeunes et le programme d'appui à la production avicole nationale PAPAN pour un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA. Cette phase pilote va générer 659 emplois directs. Lancé en 2012, le PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement, avait pour objectif de favoriser l'accès à l'emploi, la création et la formalisation des projets pour les jeunes. À ce jour, ce sont au moins 59 000 jeunes qui ont pu accéder à l'apprentissage et à l'emploi. Le programme financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 milliards de francs CFA a été décliné en 2 grandes périodes. Plus de détails avec Franck Quadio. L'action est symbolique, mais pleine de sens. Remise à de diplômes d'honneur aux maîtres et pour les apprentis, remise à de certificats. La cérémonie marque la fin de la seconde phase du PGDEC, projet Emploi Jeunes et développement des compétences qui a mis en apprentissage de 2017 à 2019 plus de 5000 jeunes. Nous avons été formés sans ces attestations, sans ces diplômes, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc aujourd'hui, avec ces attestations, avec ces diplômes, nous pouvons aussi aller dans d'autres entreprises et cela va nous donner plus d'importance vis-à-vis des recruteurs. Ce projet d'apprentissage est vraiment un projet novateur au niveau de la Côte d'Ivoire. L'étude d'impact de ce projet a montré que les jeunes ont un revenu augmenté de 15%, leur présence en entreprise augmente la productivité des entreprises et surtout, les jeunes qui étaient dans le projet donc, ont développé leurs compétences techniques. Des jeunes, des apprentis, aux activités aujourd'hui certifiées. Cette formation a été possible grâce à l'expertise de l'AGFOP. 12 623 jeunes mis en formation pour l'ensemble du projet qui s'étend de 2012 à 2020. Une formation à fort impact et saluée par le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, ils bénéficient de diplômes de qualification. À la longue, c'est d'avoir les anges de l'économie, des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens qui sont à même de s'élever au-delà des vicissitudes et des contingences quotidiennes pour pouvoir se présenter comme de véritables entrepreneurs. La formation par apprentissage, le gouvernement remet le couvert bientôt. En 2021, sera appliquée la 3e phase du PGDEC. Les 2 premières phases ont bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale.
Et s'il y a un secteur d'activité qui vous séduit lorsque vous mettez les pieds à Daloa pour la première fois, c'est bien celui des fabricants de sandales, une activité devenue au fil des ans la marque identitaire de ce chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Dans ce reportage que je vous propose de suivre, vous allez voir des artisans au génie certain et qui font la fierté de la cité des Antilopes. C'est un dossier préparé et réalisé par Eugène Atoubé. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. L'activité économique dans cette ville chaleureuse est dynamique. Et parmi les acteurs participant à ce développement économique de cette ville, baptisée aussi la cité des Antilopes, les fabricants de sandales. Leurs clients sont indifféremment des hommes, des femmes et des enfants de tous âges. Face à une offre riche et diversifiée, chacun trouve son goût. J'ai vu là, je suis, en tout cas, ça m'a plu. Le dimanche, je peux porter parler à l'église. Ça me plaît bien. La matière est bien jolie pour les tenues traditionnelles. Tu peux t'habiller tout simplement, que tu puisses être à l'aise. C'est à cause que j'aime cette chaussure. C'est 2000 en gros. Détail, on fait à 2500. Pour enfants, on vend ça à 1000 francs en gros. Quels sont les modèles? Grâce à ces cordonniers travaillant dans des ateliers sommaires, les sandales fabriquées ont acquis une renommée qui va au-delà des limites de la commune. Les sandales, fruits de leur génie, sont devenus des produits labellisés Made in Daloa, tout à l'honneur de ces artisans locaux. Il s'agit de Daloa. Pour nous, en tout cas, on s'équipe dessus. Quand tu payes, c'est pour que tu reviennes encore. En tout cas, si tu vois la clientèle, on dit ça y est un peu Burkina, un peu Mali. Même il y a d'autres qui s'en vont, ils peuvent faire 2-3 mois, ils reviennent encore. Je viens de s'ouvrir, je vendais des chaussures. Les chaussures là, c'est bien. Quand je prends pour sortir là, les gens payent. Aujourd'hui, les clients affluent de partout pour des achats en détail ou en gros. Non seulement pour les prix, mais encore pour la qualité du matériau utilisé et la technique de fabrication même. Technique dans laquelle apparaît tout le génie de ces cordonniers, non sans quelques fantaisies, selon la tendance et pour répondre à une exigence commerciale. Le cuivre nous est livré par ceux qui font les peaux de moutons avec un peu de peau de bœuf, les peaux des panthères, les peaux des animaux. On travaille avec du caoutchouc aussi, on fait le mélange pour pouvoir créer le modèle africain. Et puis il y a les clients aussi qui viennent nous donner des modèles qu'ils ont vus ailleurs. À travers ça, nous aussi, on crée pour nous. Depuis qu'on a commencé à faire le travail de chaussures de Daloa, là, il n'y a pas un jour quelqu'un qui est venu s'arrêter pour dire que ce chaussures là, c'est pas bon. Parce que nous, on fabrique ce chaussures là. On ne fait pas une machine, c'est avec les mains. Si on peut trouver des fabricants de sandales Made in Daloa au quartier commerce de la ville, aux alentours de la gare routière, le plus grand nombre est en activité sur le site du marché principal. Ils occupent une allée entière connue de toute la population de Daloa et de toute leur clientèle. Ce qui frappe, c'est l'organisation de ces artisans dont le souci majeur est de développer leur activité. Je suis là, c'est reconnu dans le monde entier. Je demande de l'aide vraiment à l'État ivoirien pour qu'il puisse nous aider. Surtout l'emploi jeune. n'a qu'à nous aider, on va améliorer nos activités. L'activité de fabricant de sandales a généré des activités connexes comme la vente directe faite par des détaillants ou celle de cordonniers couturiers, à l'image d'Ahmed. Son travail consiste à coudre les sandales nouvellement achetées pour leur donner une plus grande durabilité. Tout coup là, ça dure en même temps. Pour le code là, ça ne sort pas vite. Tu payes la chaussure, tu dois coudre encore. Souvent c'est à 300, à 200. Ça dépend de la manière dont on coud. Tout un beau monde qui concourt à asseoir la notoriété des sandales Made in Daloa, produits à la fois économiques et touristiques, mais avant tout, moyen de lutte contre la pauvreté. Par mois, on peut gagner minimum 25 000 à 30 000. Un client même qui est en France, on travaille en WhatsApp. Il envoie les modèles différents et puis il m'envoie les photos et puis on l'expédie. S'il n'a rien pour la 200 paires. Les fabricants de sandales de Daloa dans leur ensemble espèrent bénéficier des fonds agis pour les jeunes dans une optique de modernisation de leurs outils de production. En perspective, faire prospérer leur activité et compter comme acteur majeur dans l'artisanat et le tourisme en Côte d'Ivoire. À Daloa, la Côte d'Ivoire, de la créativité au travail, le reportage de Jeanne Atoubé à retrouver sur nos différentes plateformes d'information. Dans quelques instants, le communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique relatif au point de la situation de la Covid-19 au 21 décembre.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 21 décembre 2020, 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 1171 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 39 guéris et 0 décès. À la date du 21 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 932 cas confirmés, dont 21 517 personnes guéries, 133 décès et 282 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 246 128. Puis l'Agence européenne des médicaments a autorisé sous condition la commercialisation du vaccin BioNTech Pfizer, ouvrant la voie à un possible début des vaccinations en Europe avant la fin de l'année. La liste des pays ayant donné leur accord à ce sérum s'allonge donc encore. L'Europe rejoint le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Mexique, Singapour, Israël et la Suisse. La Commission européenne doit désormais approuver cette décision afin de lancer la campagne de vaccination dans l'ensemble de l'Union européenne qui compte près de 450 millions d'habitants. Abidjan, Ville Lumière, un concept qui a vu le jour, voici maintenant quelques années, aura bel et bien lieu. Le district autonome de la capitale économique ivoirienne est à pied d'œuvre afin de permettre aux populations de passer de bonnes fêtes de fin d'année. La ville sera illuminée avec en prime des feux d'artifice au soir du 31 décembre dans le ciel d'Abidjan. Le coup d'envoi de l'illumination sera donné demain, mardi 22 décembre, à Abobo, sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara. Issa Chonayo. Il n'y a pas de doute, les populations du district autonome d'Abidjan auront droit à leurs festivités de fin d'année, Abidjan Ville Lumière et les feux d'artifice. Sauf que cette année, la fête va se dérouler dans la sobriété, en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. N'empêche, l'équipe du ministre-gouverneur Robert Begrimambé a pris toutes les dispositions pour que ces célébrations des fêtes de fin d'année soient belles et réussies. La capitale économique a donc fait sa toilette. Pour les illuminations, par exemple, 17 sites dans 6 communes ont été identifiés. Ce sont, entre autres, pour Cocody, l'esplanade du pont Henri Konan-Bédié, à Abobo, le rond-point de la mairie, à Koumassi, le grand carrefour et bien d'autres artères. Ce à la grande joie des populations. Nous remercions le district d'Abidjan et ça embellit la ville de Koumassi. Ça fera plaisir aux enfants. C'est une très belle initiative. Concernant les feux d'artifice, des sites sécurisés ont été retenus dans différentes communes du district d'Abidjan, avec pour objectif éviter au maximum des attroupements. Autre fait important, en raison du coronavirus, le district autonome d'Abidjan, institution citoyenne, met un accent particulier sur le social, conformément aux recommandations du président de la République Alassane Ouattara. Les aides aux couches sociales en difficulté seront accrues. À cet effet, les populations cibles et institutions sociales bénéficieront de vivres et de non-vivres. Le lancement de ces festivités, c'est pour ce mardi à Abobo, sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara. Je m'engage officiellement pour la conquête de la présidence de la Confédération africaine de football, des propos de Jacques-Bernard Daniel Anoma. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football était ce lundi à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères où il a ouvertement lancé sa candidature. Servir le football africain, c'est le concept qu'il a présenté à la presse locale et internationale. Le compte-rendu de Salif Ouattara. Je voudrais déclarer ouverte la campagne pour la candidature de Jacques Anoma à la tête de la Confédération africaine de football. Je vous remercie. Un seul mot d'ordre institutionnel. Soutenir la candidature de l'ambassadeur Jacques Anoma à la présidence de la CAF. En attendant l'annonce officielle des candidats retenus pour la présidence de la CAF le 11 janvier 2021, la Côte d'Ivoire continue de s'activer pour attirer les potentiels soutiens. Initié par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le groupement des éditeurs de presse, cette conférence publique a permis au candidat Jacques Anoma d'annoncer le système de jeu mis en place pour gagner ce match. Au poste arrière,
se trouve le comité des sages, encadré par le gouvernement tout entier, lequel est coaché par le Premier ministre et placé sous le haut commandement du président de la République. Voici, chers amis, notre schéma tactique de base. C'est un 4-4-2 évolutif. Modernité, responsabilité, transparence. Triptyque de la campagne du candidat Jacques Anouma, qui entend mettre à la disposition de l'Afrique la somme d'expérience acquise depuis près de 35 ans dans le management d'associations sportives. Un CV qui parle de lui-même et retient l'attention des officiels. La Côte d'Ivoire est solidaire. La Côte d'Ivoire sait porter des grandes causes. La Côte d'Ivoire sait qu'elle a en vous un fils déterminé, un fils chevronné, un homme engagé, un homme déterminé, un homme intègre. Voici l'homme, Etche Omo. Je puis affirmer ici que la diplomatie jouera pleinement sa partition pour que notre frère soit porté à la tête de la Confédération africaine de football. Déjà soutenu par l'ensemble des anciens ministres des Sports qui constituent le comité des sages de la candidature, l'ambassadeur Jacques Anouma compte entamer bientôt un périple qui l'amènera dans les régions africaines afin de promouvoir sa candidature et recueillir le maximum de soutien. Et c'est la fin de cette édition d'informations préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Ne l'oubliez pas, l'info revient à 6h30 avec Régis Kofi demain matin. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.